Chaque fois que ce lauréat du prix Nobel entrait dans un laboratoire, les équipements se brisaient, les systèmes électriques dysfonctionnaient ou devenaient incontrôlables, et les tubes à essai se fissuraient. Parfois, des incendies se déclaraient même. Ce savant était le docteur Wolfgang Pauli, et même ses collègues pensaient que cette succession d'incidents n'était pas qu'une simple question de malchance. Ils ont appelé ce phénomène l'effet Pauli. Personne ne peut se prononcer sur l'année et le jour exact où il s'est déclaré, mais ce syndrome entrait le scientifique pour toujours. On dénombre quantité d'histoires aussi humoristiques que mystérieuses à son sujet. Lors de l'ouverture de l'Institut Jung à Zurich en 1948, un précieux vase chinois est tombé et s'est brisé dès qu'il est entré dans la pièce. Une fois, ses collègues physiciens avaient prévu de lui faire une farce, dans laquelle un lustre tomberait lorsqu'il pénétrerait dans les lieux. Mais cette fois, c'est la farce qui n'a pas fonctionné. Et le lustre est resté intact. Ses collègues ont même formulé une nouvelle loi de la physique stipulant qu'un appareil en état de marche et Wolfgang Pauli ne pouvaient pas occuper le même espace. Ils pensaient que la puissance de l'effet Pauli augmentait avec le temps, et qu'il s'était même mis à opérer à distance. L'histoire raconte qu'une fois, alors que Pauli passait à la gare de Göttingen, plusieurs équipements du laboratoire universitaire local ont explosé sans raison particulière. Une autre histoire raconte que lorsque le scientifique a visité l'un des instituts de Princeton, un énorme accélérateur de particules du département de physique s'est soudainement enflammé et a brûlé pendant 6 heures sans interruption. La nouvelle de l'effet s'était répandue, et même des scientifiques célèbres commençaient à y croire. Le lauréat du prix Nobel Otto Stern n'a même pas laissé le professeur Pauli entrer dans son laboratoire pour se prémunir du fameux effet. Il est difficile de croire que des scientifiques respectables adhéreraient à ce qui ressemble à un mélange de superstition et d'anecdotes. Mais la raison pourrait se trouver dans la nature même de leur spécialité. La physique quantique est une chose principalement abstraite, et pour exceller dans ce domaine, il faut être ouvert à des idées bizarres et se montrer capable de sortir des sentiers battus. Pauli lui-même croyait au pouvoir de l'effet qui porte son nom. Comme les incidents devenaient de plus en plus fréquents, il a commencé à s'inquiéter et cherchait par tous les moyens à trouver une explication logique à tout cela. Il a même consulté son vieil ami et thérapeute, Carl Gustav Jung. Le physicien aurait partagé avec Jung que, parfois, il se sentait soulagé après un nouvel incident. Il disait avoir eu l'impression qu'une énorme quantité d'énergie s'accumulait en lui, puis qu'elle s'évacuait soudain et que des choses étranges se produisaient. Pauli entretenait une théorie selon laquelle il n'était pas le seul à en être capable. Selon lui, certaines personnes étaient simplement prédisposées à projeter leur énergie mentale sur leur environnement et plus particulièrement sur l'électronique. Le futur scientifique était né à Vienne en 1900. Diplômé d'un lycée autrichien, il avait obtenu son doctorat à l'âge de 21 ans à Munich. Il est par la suite devenu professeur et a apporté une énorme contribution à la théorie moderne de la mécanique quantique. Il a passé le reste de sa vie en Suisse, restant fidèle à ses convictions scientifiques. Il a rarement publié d'articles, de sorte que la majorité de ses idées et du résultat de ses recherches sont uniquement demeurées dans la correspondance qu'il entretenait avec ses célèbres collègues qui ont ensuite répandu ses connaissances. Pauli était l'un des scientifiques les plus brillants du XXe siècle. En 1945, il a remporté le prix Nobel de physique. Einstein lui-même a fait l'éloge de ses travaux. Il n'y a toujours pas d'explication scientifique, ni même logique, à l'effet Pauli. Il s'agit très probablement d'une simple question de coïncidence malheureuse. Mais le savant lui-même a insisté sur la réalité de cet effet jusqu'à la fin de sa vie. Un autre effet intéressant, nommé d'après une personne célèbre, est l'effet Mandela. Ce terme est utilisé pour décrire une situation dans laquelle un nombre incroyable de personnes croient qu'une chose s'est réellement produite alors que ce n'est pas le cas. Fiona Broome, auteure et chercheuse, a inventé ce terme après s'être rendue à une conférence où elle a discuté avec d'autres personnes de la disparition tragique de Nelson Mandela dans les années 1980. Pas une seule personne ne l'a corrigé, et elle se souvenait même avoir assisté à l'événement dans les informations de l'époque. En réalité, Mandela n'est décédé qu'en 2013. Broome était surprise qu'autant de personnes puissent se souvenir d'un événement qui ne s'était pas produit avec autant de détails. Voyons si l'effet Mandela a pu avoir un certain impact sur ta vie. Dans le classique de Disney de 1937, Blanche-Neige et les 7 nains, la méchante reine s'adresse au miroir. Elle dit « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ? Eh bien, il n'y a pas d'erreur ici.
Si tu étais sûr en revanche qu'elle disait « Miroir, mon beau miroir », tu te trouves avec des milliers d'autres personnes qui, pour une raison quelconque, se sont souvenues de cette phrase et ont refusé de croire que ce pouvait être autre chose. Cette idée répandue a pourtant un certain sens, car c'est ainsi que cela se passe dans l'histoire originale des frères Grimm. Les fans de cette fameuse saga spatiale se souviendront certainement de la célèbre phrase « Luc, je suis ton père ». Eh bien, en réalité, la réplique est plutôt la suivante. Non, je suis ton père. Et oui, j'ai dû vérifier 2 fois par moi-même. Un autre bon exemple est le malentendu concernant la situation géographique de la Nouvelle-Zélande par rapport à l'Australie. Elle se trouve évidemment au sud-est sur n'importe quelle carte. Mais beaucoup de gens sont persuadés qu'elle se trouve plutôt au nord-est. L'effet Mandela se produit peut-être parce que ton cerveau aime stocker des souvenirs similaires proches les uns des autres. Si proches qu'ils peuvent parfois se confondre. Le cerveau comble aussi les lacunes de tes souvenirs pour qu'ils aient plus de sens. Et bien sûr, quand un truc devient viral sur Internet, tu t'en rappelles souvent inconsciemment sans vérifier s'il est 100% vrai ou exact. Maintenant, imagine que tu aies fait quelque chose de gentil pour quelqu'un et qu'une troisième personne ait fait quelque chose de gentil pour toi. Laquelle d'entre elles, à ton avis, serait la plus disposée à t'aider? Non, ce n'est pas la personne que tu as aidée toi-même. C'est la personne qui t'a déjà aidé qui est la plus susceptible de le faire à nouveau. Ce phénomène s'appelle l'effet Benjamin Franklin. Benjamin Franklin a eu beaucoup de concurrents à son époque. L'un de ses rivaux siégeait à la législature de Pennsylvanie et avait un livre très rare dans sa bibliothèque. Pour se lier d'amitié avec lui, Franklin a envoyé à l'homme une lettre dans laquelle il lui demandait à emprunter le livre. Son adversaire a accepté et, une semaine plus tard, Franklin a renvoyé le livre accompagné d'un mot amical. Lorsque les 2 hommes se sont revus, ils se sont parlé pour la première fois, et son ancien rival était heureux de rendre d'autres services à Franklin. Ils sont lentement devenus amis. Cet effet fonctionne parce que ton cerveau considère qu'aider d'autres personnes revient à sympathiser avec elles. Il fonctionne aussi de manière inverse. Lorsqu'une personne fait quelque chose de méchant à une autre, elle commence à détester cette personne. C'est une façon pour le cerveau de justifier ce comportement agressif. Des chercheurs de l'Université de Californie ont réalisé une expérience pour voir en quoi l'écoute de la musique pouvait affecter les résultats de tests. Ils ont divisé les élèves en 3 groupes. Le premier groupe s'est assis en silence pendant 10 minutes. Le deuxième groupe a écouté une voix monotone pendant le même laps de temps. Le troisième groupe a pu écouter une sonate pour piano de Mozart. Après cela, on leur a tous demandé de passer le même test de raisonnement spatial, de résolution de problèmes et de réflexion hors des sentiers battus. Ceux qui faisaient partie du troisième groupe ont obtenu de meilleurs résultats au test. Les scientifiques ont appelé cela l'effet Mozart. La nouvelle de l'effet découvert s'est rapidement répandue et d'autres scientifiques ont décidé de procéder à des tests similaires. Quelqu'un est allé plus loin et a émis l'idée qu'écouter de la musique classique dès le plus jeune âge pouvait aider à obtenir de meilleurs résultats aux examens. Mais en réalité, le test d'origine ne concernait que le raisonnement spatial. Il semble que l'effet Mozart n'ait pas grand-chose à voir avec Mozart, mais c'est simplement la musique qui te fait te sentir mieux. Lorsque tu es de meilleure humeur, tu es plus énergique et concentré, et ces 2 qualités peuvent t'aider à obtenir de meilleurs résultats au test de spatialisation.